Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Notre invité aujourd'hui sera Nicolas Usaï, l'ancien entraîneur de Châteauroux, qui viendra évoquer avec nous la triste saison de la Berrichonne et puis aussi son actualité et son futur. On recevra aussi Julien du site Le Dijon Show, car ça y est, Dijon est officiellement relégué en Ligue 2. Et donc, on va essayer de se projeter un petit peu sur la saison prochaine avec lui. Et puis, comme chaque semaine, vous retrouvez les faits marquants de la rédaction. Et on terminera par le quiz. Pour m'accompagner aujourd'hui, le duo Dorian Vemel, Philippe Dechter. Salut, messieurs. Salut Alex. Salut tout le monde. Alex. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bah ça y est, on connaît, ça se dessine. Hein. Châteauroux qui sera malheureusement plus avec nous, Exactement. Dijon qui nous rejoint. Voilà, ça se dessine tout Le tableau doucement. se dessine petit à petit. Clairement dans le top 5, assuré. Peut-être QRM et Bastia bientôt, Oui, peut-être cette dès semaine. demain. Ça approche, ouais. Donc voilà, ça se dessine. Eh bien, écoutez, on va commencer sans plus attendre par vos faits marquants de la 35e journée. Dorian, je crois que tu voulais nous parler du duel pour la 5e place entre Auxerre et le Paris FC. Bah ouais, comme chaque année, de toute façon, on a un championnat passionnant qui va être passionnant jusqu'à la 38e journée. Alors voilà, les Stags, ça fait plus grand doute que les Stags vont monter. Ils ont fait la belle opération en battant Grenoble. Donc ce sera largement mérité vu la saison et qui nous ont fait. Ça a été l'équipe la plus régulière avec un système de jeu hyper innovant, avec des joueurs d'une qualité technique impressionnante. Donc bravo à trois. Moi, je me fais aucun souci pour eux. Le top 4, on le connaît. Et puis c'est surtout cette 5e place. C'est vraiment la 5e place là. Cette lutte entre Auxerre et Paris qui est juste incroyable. Alors justement, Alex, j'en profite que toi, tu es là en tant que supporter auxerrois, mais après le match nul du Havre, on avait quand même tendance à se dire que c'était quasiment mort, franchement. Il y avait 6 points de retard. Voilà, le jeu proposé par Auxerre n'était pas exceptionnel. Paris, à l'inverse, on les sentait vraiment dans une dynamique incroyable, sûre de leur force. Et puis, petit à petit, Auxerre a bien fait d'y croire et je suis le premier à m'être trompé, je l'admets publiquement. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à Jean-Marc Furlan, même si on n'en doutait pas avec son expérience. Mais ils y ont cru, ils ont su renverser la situation. Alors, c'est pas toujours été académique. Il y a la victoire contre Nancy un peu à l'arrache. Il y a eu la défaite à Pau, mais heureusement, Paris a perdu dans le même temps, donc ça a laissé Auxerre dans le jeu. Mais là, ils gagnent lors de leur dernier match. Ça leur permet, à la différence de but, de remonter à la 5e place. Et du coup, on va avoir une lutte juste incroyable jusqu'à la 38e journée. Donc, j'ai pris les calendriers des deux équipes. Déplacement à Caen pour Auxerre. Alors même si quand je joue sa survie, quand tu vois le niveau de jeu affiché par Caen en ce moment, je me fais pas trop de soucis. Et puis ensuite, il y aura vraiment ce Auxerre Grenoble à la 37e journée qui va être énorme pour les Auxerrois. Et puis Paris, là c'est surtout le match contre Toulouse qui arrive samedi. Toulouse qui sort du Covid, comment seront les Toulousains? Parce qu'après ce sera un déplacement à Ajaccio qui a plus rien à jouer et la réception de Chambly qui normalement, enfin je dis pas normalement, mais peut-être sera déjà relégué, donc un peu moins investi. Donc il y a une confrontation directe de chaque côté, il y a des clubs abordables de l'autre. Franchement, je sais pas, on a l'impression que chaque semaine le Auxerre peut craquer, Paris peut craquer, et inversement la semaine d'après, il y a pas vraiment de vérité dans le contenu. On a vu Paris très intéressant il y a quelques semaines à Guingamp. On les a pas reconnus, Philippe. Franchement, ils ont joué hyper défense. Enfin, ils ont pas osé se lâcher, j'ai l'impression. Alors sans doute la pression de l'enjeu aussi qui a rattrapé Paris. Mais en tout cas, bravo. Voilà, je veux vraiment déjà mettre l'accent sur Auxerre. Bravo d'avoir comblé 6 points en si peu de temps. Vu la dynamique de Paris, moi j'étais plutôt pessimiste. Et maintenant c'est Auxerre qui a son destin en main. Il reste 3 matchs, ils ont la meilleure diff de but. C'est là aussi où tu te dis que d'avoir un jeu un peu plus spectaculaire. On sait qu'Auxerre a mis pas mal de cartons cette saison. En fin de saison, d'avoir un bon goal à virage, ça te sert aussi. Donc voilà, lutte passionnante jusqu'à la 38e journée. J'ai absolument aucune idée de savoir qui d'Auxerre ou de Paris pourra finir dans le top 5 et c'est tout ce qu'on aime en Ligue 2. Ou de Grenoble. Ouais. Ou de Grenoble. Ouais. Tu les enlèves un peu trop rapidement, je trouve. Ouais. On en reparlera samedi soir. Pour moi, ça va le faire, mais ok. À suivre. En tout cas, ça va être passionnant dans le haut de tableau et dans le bas aussi. Et Philippe, tu voulais nous parler, toi, de Caen, qui continue sa lente descente aux enfers. Oui. Les supporters caennais sont inquiets, chaque semaine de plus en plus inquiets. Heureusement pour eux, il reste plus que 3 journées, parce que je pense qu'ils ne tiendraient plus, les pauvres. C'est vrai que c'est très, très inquiétant. Surtout, en fait, je ne vois pas de ressort à Caen. Le ressort qui avait été utilisé, c'était de se séparer de Pascal Duprat, qui, je pense, était une bonne décision à l'époque, parce qu'on sentait qu'il n'y avait plus de lien avec son groupe. Et malheureusement, depuis, les choses ne font
Caen-Piré. Et le calendrier, on parlait de calendrier avec Dorian sur la montée, le calendrier de Caen est juste terrible avec la réception d'Auxerre samedi, un déplacement à Toulouse le samedi 8 mai et la réception de Clermont le 15 mai. Autant dire donc le 5e, le 3e et le 2e de Ligue 2 actuellement. Donc ça va être des matchs à chaque fois en jeu face à une équipe qui joue la montée. Donc, à moins que Clermont soit déjà en Ligue 1 avant la 38e journée, ce dont je doute quand même fortement. Ouais. Voilà, donc normalement il y aura, et même Clermont, même en montant, en jouant lâché, ça reste largement au-dessus de Caen. Donc voilà, surtout en fait pour moi Guingamp était plus dans la merde que Caen il y a quelques semaines, et finalement là pareil je me suis trompé, je pensais que Guingamp était l'équipe, les deux grosses équipes en gros qui pourraient être le plus inquiétées. Et finalement, Bompard a quand même réussi à fédérer son groupe, à faire un truc suffisamment costaud, à resolidifier les bonnes bases de son équipe pour gratter des points. Ils ont battu Chambly à la dernière minute. Là, contre le Paris FC, ils arrêtent un pénalty à la dernière minute. Dans le même temps, Caen s'incline sur un pénalty. En fait, ils s'arrachent. Tu sens que les mecs, ils s'arrachent. Tu sens qu'il y a une vraie volonté, qu'il y a tout ce qu'il faut. Quand ils sont bien gentils, hein, ils font des efforts, ça court sur le terrain. Les jeunes qui sont lancés, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas suffisant parce que le niveau Ligue 2, il y a un gap énorme avec le National 2. En plus, c'est des joueurs qui ont très peu joué cette saison à cause du contexte Covid. Donc pour moi, c'est très très compliqué pour eux. Là, je viens de voir que JCP était absent depuis samedi à l'entraînement. On espère qu'il sera de retour, parce que JCP, je pense, c'est leur meilleur joueur actuellement. Il y a également 2 cas de Covid, dont le petit Le Penant, qui est peut-être, qui est même sûrement leur meilleur jeune. Voilà, tu as l'impression que tous les signaux sont au rouge et que potentiellement, c'est tout à fait possible que Caen ne prenne aucun point sur les 3 derniers matchs. Et donc, au-delà de la place de barragiste, il y a même la potentialité de se retrouver 19e. Donc voilà, va falloir voir ce que donne le résultat de Dunkerque demain. J'ai bon espoir que Dunkerque, en tout cas, fasse un bon résultat, en tout cas pour eux, contre Amiens. Donc, normalement, quand on va se retrouver justement en position 18e, est-ce qu'en se retrouvant en position 18e, ça va changer des choses, notamment au niveau de la composition d'équipe de départ, au niveau du discours du coach, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui vont changer très rapidement, parce que là, tu les sens descendre, et je trouvais que Fabrice Vandeput, je ne trouvais pas son discours très très positif après le match contre Sochaux. On le sentait presque abattu, et surtout son équipe a rien proposé à Sochaux, quoi. Enfin, c'est ça le plus terrible, c'est qu'à aucun moment tu les as sentis en capacité de remporter ce match. Donc voilà, je suis très inquiet pour Caen, et je pense que les 3 derniers matchs vont être très très compliqués. Et on va voir ça dès le week-end prochain avec la réception d'Auxerre. Merci messieurs pour ces faits marquants, et on accueille tout de suite notre invité. Et on est ravis de recevoir parmi nous Nicolas Usaï, l'ancien entraîneur de Châteauroux. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce podcast. Bonjour messieurs. Nicolas, on a déjà envie de vous demander comment vous allez depuis votre départ de Châteauroux en décembre. Comment vous avez occupé ce temps? Je crois savoir que vous avez été un petit peu partout, visiter quelques clubs, prendre un petit peu des informations. Comment vous avez occupé tout ce temps? Ouais, j'ai surtout regardé des matchs à la télé. Je me suis occupé de ma famille. J'ai repris le sport assez intensément. Je joue au paddle régulièrement, donc on remplit ses journées. Alors bien entendu que ça manque, le travail au quotidien manque, mais je suis très attentivement tous les championnats, et bien entendu particulièrement la Ligue 2 qui est très excitante cette année. Nicolas, on sait que vous avez été approché après Châteauroux déjà assez rapidement, notamment par le C-Lyon en National 1. Il y a eu peut-être aussi Créteil récemment. Il y avait ce besoin de pas tout de suite se replonger. Enfin, vous me l'aviez dit que le divorce était encore assez frais à cette époque-là avec Châteauroux, et que vous vouliez pas forcément replonger trop vite non plus dans un nouveau projet. Ouais, exactement. C'est exactement la réflexion que j'ai eue, c'est-à-dire que je sortais d'une aventure qui avait été intense pendant 3 saisons, et donc c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir repartir dans un club avec l'enthousiasme nécessaire pour pouvoir être performant. Donc j'ai voulu prendre un peu de temps, et là maintenant je suis reposé, je suis à l'écoute de différents projets si jamais il y en a qui se présentent.
Et justement, votre nom a circulé récemment dans plusieurs clubs, en lien avec plusieurs clubs, Ouais, à Caen, à Guingamp, à Nancy notamment. Est-ce ouais. que vous avez été approché Non, par ces clubs? très honnêtement, non. Non, non, non. J'ai pas eu de contact. Vraiment, on ne fait même pas respect aussi pour les entraîneurs en place. J'ai eu aucun contact avec ces clubs. Après, il y a beaucoup de suppositions. Vous faites un métier, on sait, où on est à l'affût de la moindre info, mais il y a eu aucun contact avec ces clubs. Au moins, Et ouais, au moins, c'est c'est- toujours mieux quand le principal intéressé Tout à fait, là, ça donne peut sa pas être version. plus clair. Et on parlait de l'intérêt, par exemple du SC Lyon. Vous avez envie enfin, vous pourriez replonger en National 1 ou vous visez clairement un Bon, club de Ligue 2 pour votre prochain projet? très sincèrement, un challenge en national, ça m'effraie pas. C'est un championnat que je connais bien, mais tout dépendra bien entendu de l'ambition du club, des moyens du club, et puis l'envie que j'ai d'y aller. Mais ça me dérangerait pas de replonger dans un club pour jouer une montée, pourquoi pas en Ligue 2, plutôt que de jouer un maintien en Ligue 2. Mais ça, j'étudierai ça avec minutie. C'est vrai que Mais Nicolas, pas peur de repartir en bas, pas peur de redescendre. Ok. c'est un été qui, pour les coachs, qui va s'annoncer assez mouvementé. Autant on sait qu'il y a très peu de place sur les bancs. Autant là, cet été, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a beaucoup d'entraîneurs en fin de contrat ou qui ont déjà annoncé qu'ils allaient changer de club. Donc, quand on est libre comme vous, bah, c'est une période intéressante. Comment vous, est-ce que la démarche, c'est d'aller contacter les clubs ou est-ce que dans votre situation, on attend plutôt qu'un président pense à vous? Comment ça se passe dans ces cas-là? Non, enfin, moi, je contacte personne. Alors, je travaille avec des agents, comme la Ouais, plupart de mes confrères, mais donc, je fais aucune démarche. J'essaye de prendre justement de la hauteur par rapport à tout ce qui peut se dire dans la presse et de rester calme et serein. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a un banc qui se libère, je ne vais pas mmh, commencer à regarder tous les matchs ouais, de l'équipe. Mais voilà, il y a pas, tant qu'un contact n'est pas établi, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens, de rester posé. Après, c'est le destin ouais. qui fera qu'on verra si dans quelle aventure je vais m'aventurer, justement. On va parler un petit peu de Châteauroux aussi. Du coup, Ouais, ça m'intéressait d'avoir votre regard maintenant que les ouais. jours, les mois ont passé. Déjà, par Mm. rapport au projet Castelroussin, on a l'impression que le club, même s'il va descendre en National 1, change de dimension avec l'arrivée Ouais. des nouveaux repreneurs. Vous, quand vous étiez au club, vous étiez tenu informé de ce qui se passait ou ça s'est fait petit à petit ou c'est quelque chose qui arrivait assez soudainement finalement? Vous étiez surtout préoccupé par l'aspect sportif? Ouais, j'étais préoccupé par l'aspect sportif, mais c'est des bruits qui ont éclos il y a pas mal de temps déjà. Donc, dès cet été, on m'a tenu informé de la situation par rapport aux différentes offres de reprise qui avaient eu lieu pendant la période. Là, il y a un an, pratiquement jour pour jour. Donc, j'étais au courant, mais je voyais ça d'un œil très loin. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon quotidien à préparer les matchs, les mentions avec les repreneurs qui sont arrivés, et j'ai fort supplémentaire pour pouvoir travailler d'une façon différente peut-être. Et avec un peu de recul, Ouais. qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe de Châteauroux pour assurer son maintien Mm. qui est maintenant impossible? Qu'est-ce qu'il a manqué à ce groupe? Un petit peu de stabilité, de l'expérience, selon vous, qu'est-ce qu'il a manqué? le- le- c'est déjà bien de faire son propre mea culpa par rapport à ses propres erreurs, sans parler des erreurs des autres. Si moi, à titre personnel, je peux avoir des regrets, il y a un an jour pour jour, il y a Jérôme Leroy qui avait annoncé son départ. Et donc, je considère le football comme un jeu d'échecs de temps en temps, et j'ai pas été dans l'anticipation, et j'ai pas travaillé mes ouvertures pour justement anticiper cette nouvelle façon de travailler sans Jérôme Leroy. Ça a été un changement pour moi. Pendant 2 ans, c'est très bien passé. Et le nouveau directeur sportif n'avait pas la même façon de travailler, ne voyait pas voyait les choses différemment. Donc c'est là où moi, à titre personnel, j'ai pas été bon d'anticiper ça.
Et c'est Ça veut vrai dire que vous n'avez pas eu les joueurs que vous auriez souhaité ou au mercato C'est-à-dire que quand on dit l'entraîneur n'a pas eu les joueurs qu'il souhaitait, moi, quand je suis arrivé à Châteauroux, il y avait un directeur sportif qui s'occupait du recrutement. Il me donnait les noms des joueurs. Et puis, c'est même pas je validais, j'étais d'accord parce que je trouvais que le joueur était intéressant, mais les choses étaient très claires. Et donc, quand Jérôme est parti, le fonctionnement, ça a été le même. Et c'est là que j'aurais dû prendre un peu plus de poids dans les choix, quoi. C'est vrai que parce que le seul joueur que j'ai demandé l'année dernière au mois d'avril, alors j'étais très content des joueurs qui sont arrivés, c'est un joueur qui joue à la Duchère. Qui joue à Lyon-la-Duchère, qui s'appelle Amadi Ayari. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors, et ce joueur-là, on l'a pas fait. Donc après, j'ai respecté ce choix. Mais le fonctionnement à la Berry était tel qu'il y avait un directeur sportif qui était chargé du recrutement. Et pendant 2 ans, avec Jérôme Leroy, ça s'est très bien passé dans ce fonctionnement-là. Le fonctionnement a changé, ça a été différent pour moi. Je ne parle même pas de compétences. Je dis que la différence pour moi, c'est trouvé à ce niveau-là, dans ces relations-là avec le directeur sportif. Et après, au moment où malheureusement il y a eu la séparation qui a été décidée par les dirigeants, est-ce que vous sentiez vraiment, j'imagine la possibilité encore de remonter ce groupe, parce qu'on a vu que finalement après vous, malheureusement les résultats ont continué à chuter. Donc, quel ressort comptiez-vous activer si vous aviez eu la possibilité de rester? Ça reste que des suppositions aujourd'hui. Ouais. Et ça reste simplement un scénario de film. Et donc, quand on est dans la réalité, simplement, j'étais persuadé qu'avec le staff, on était capable de se maintenir comme on l'avait fait l'année d'avant, comme on l'avait fait 2 ans auparavant, avec des débuts de saison très difficiles. L'année dernière, on était dans une situation très délicate, mais j'ai senti aussi que c'était peut-être aussi la fin, et je l'ai senti assez rapidement dans la saison. Quand on perd à Chambly à la 5e journée, j'ai senti une atmosphère différente que par rapport à la saison d'avant. Mais en ce qui concerne le club, j'ai eu des rapports très très cordiaux avec les dirigeants du club. J'ai beaucoup d'affection pour ce club-là et aucune amertume à mon départ. Donc après, c'est la vie d'un entraîneur. On est parfois en échec et moi j'ai ma part de responsabilité dans cet échec, même si je suis persuadé et j'en suis convaincu qu'on aurait pu se sauver, qu'on se serait sauvé avec le groupe qu'on avait. Après, moi, personnellement, de mon point de vue, je pense pas que ce soit vraiment un échec, dans le sens où je pense que ces 3 saisons à Châteauroux, déjà, c'était votre première expérience en Ligue 2, il faut le rappeler, hein, vous êtes un jeune entraîneur, et c'est Jérôme Leroy, justement, qui était venu vous chercher, qui vous a fait confiance. Et c'est vrai que de maintenir Châteauroux, déjà, les saisons précédentes, c'était déjà, la mission était remplie. Et effectivement, au moment où Châteauroux se sépare, décide de changer d'entraîneur, la situation était loin d'être désespérée. Par exemple, on voit Nancy qui avait 14 points, qui a su se maintenir. On voit Rodez qui a su se maintenir aussi. Donc effectivement, on saura jamais, mais il faut dire que c'est pas forcément un échec de mon point de vue en tout cas. Non, c'est juste, quand je parle d'échec, c'est juste la capacité que je n'ai pas eue l'année dernière à cette période-là, dans l'anticipation. Simplement, un entraîneur, je pense que ça va toujours être en éveil et ça va toujours essayer d'avoir 1 ou 2 coups d'avance pour pouvoir réagir à des moments propices dans une saison. Mais le groupe que j'avais en début de saison, j'en étais très content et je reste persuadé que c'est un groupe de qualité. Alors, je parle au passé parce que moi, je ne suis plus dans l'aventure où il y avait beaucoup de qualité. Quand je vois aujourd'hui les performances de Romain Grange, je suis convaincu que Romain, c'est un atout magnifique pour jouer un maintien et il peut peut-être même jouer plus. Rémi Moulumba, il y a des joueurs de valeur, les latéraux. On a eu un problème offensif, effectivement. Durant mes saisons à la tête de la Berry, on a eu un problème sur ce fameux buteur qu'on n'a pas su trouver ou qu'on n'a pas réussi à faire éclore. On le voit encore hier, hein, ils font un très très bon match contre Clermont, sauf que les occasions, pour les mettre au faux, c'est compliqué. C'est Romain qui marque. Opa Sanganté aussi est monstrueux, j'ai trouvé sur cette fin de saison. Opa Sanganté, il est monstrueux depuis qu'il est à Châteauroux. Moi, pendant 3 ans qu'il a été avec moi, il a été monstrueux. C'est un joueur qui, à mon avis, mérite de jouer dans un top club de Ligue 2 au moins, parce qu'il est impressionnant. Je suis d'accord avec vous. On prendra une commission alors. Et justement, Nicolas, pour parler un petit peu plus largement de la Ligue 2, quel regard vous portez sur cette fin de saison, sur ce championnat que j'imagine vous continuez à suivre? Vous voyez comment un peu cette fin de saison, à la fois en haut et en bas du classement?
C'est un championnat très haletant, avec beaucoup de suspense, beaucoup de qualité, avec des équipes qui jouent la montée, qui sont brillantes dans le jeu. Je parle de Troyes, de Clermont, de Toulouse, même si actuellement ils peuvent pas jouer. Grenoble qui fait une saison magnifique, le PFC qui a fait un début de saison. Enfin, beaucoup de qualité avec des principes de jeu assez forts. On parle souvent de Laurent Batlos et c'est très bien de mettre en avant la qualité de son travail ne serait-ce que sur l'aspect tactique. Alors après, c'est trop réducteur de parler de football que sur l'aspect tactique. C'est du management, c'est essayer d'associer les meilleurs joueurs ensemble. Et il y a beaucoup de qualité en Ligue 2 cette année. On voit de très très bons matchs. Le match d'hier soir a été très agréable à suivre entre Clermont et Châteauroux. Et après, dans le bas du tableau, on s'aperçoit que c'est les équipes qui étaient programmées au départ pour jouer le maintien qui se retrouvent dans des situations difficiles. Dunkerque, Châteauroux, Chambly, et puis des équipes qu'on n'attendait pas là, comme Caen et Guingamp, qui sont en difficulté, mais qui doivent avoir la résilience et la force de pouvoir se sauver. Donc c'est un championnat où on ne sait pas ce qui va se passer. Alors malheureusement, que pour Châteauroux, on le sait, mais c'est un championnat très excitant et une magnifique publicité pour la Ligue 2 et pour le football en général. Ouais, d'ailleurs, en parlant de publicité, on espère qu'un diffuseur va se manifester parce que c'est l'un des gros enjeux encore. C'est vrai que quand on est coach, alors on est beaucoup centré sur l'aspect sportif, forcément, tout ce qui a concerné Mediapro, etc. Mais bon, ça impacte quand même forcément parce que quand on est joueur, quand on est coach, quand on entend qu'il va y avoir un gros manque à gagner à cause de Mediapro, etc., forcément que ça trotte quand même dans la tête. On sait que les finances en Ligue 2, c'est des petits budgets, donc voilà, c'est… Ça restera une année particulière à tous les points de vue. On parle souvent du Covid, on dit souvent que c'est une année compliquée par rapport au Covid, par rapport au stade vide. C'est vrai que c'est horrible de jouer dans des enceintes qui sont vides, mais Mediapro a fait beaucoup de mal et le football n'avait pas besoin de ça cette année particulièrement. Donc, même si on est focalisé sur le sportif, on est bien entendu, quand un entraîneur, impacté de tout ce qu'il peut avoir autour et de tout ce qui gravite autour, les tests PCR, l'attente de ces résultats Covid le jeudi soir pour savoir si le vendredi on pourrait disposer de tout le groupe. On a tous été confrontés à ça. Et après, c'est les équipes qui se sont le mieux adaptées, qui ont réussi leur saison, quoi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Nicolas. On espère vous retrouver en Ligue 2 la saison prochaine pour une saison normale, si possible une saison classique. On l'espère pour vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. C'était très sympa de vous avoir. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Bonne continuation. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Et on va maintenant se projeter déjà sur la saison prochaine et parler de Dijon, officiellement relégué en Ligue 2 ce week-end après sa lourde défaite à Rennes 5-1. Et pour en parler, on reçoit Julien du cycle Dijon Show qui traite de toute l'actu du club bourguignon. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce podcast. Donc du coup, pour parler de Ligue 2, désolé, puisque Dijon est officiellement relégué. Fini les lumières de la Ligue 1. Bienvenue en Ligue 2, mais tu vas voir, tu seras bien avec nous. Vous serez bien les supporters dijonnais. On va bien vous accompagner dans cette descente. Bon, Julien, on se doute que tu aurais préféré ne pas revenir parmi nous. Mais donc Dijon va retrouver la Ligue 2. Dans quel état tu es en tant que supporter dijonnais? On imagine que tu t'y attendais quand même un petit peu vu la saison du club. Disons qu'étant donné les circonstances, on est plutôt satisfait de pouvoir faire une saison à l'échelon en dessous et de pouvoir reconstruire en fait avec un nouveau projet, rebâtir avec une nouvelle équipe, des joueurs qui vont être impliqués, peut-être enfin voilà, avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce que c'était pas possible de réitérer encore des saisons comme on fait depuis 2 ans par exemple en Ligue 1. Déjà l'an dernier on se maintient un petit peu miraculeusement, à quelques journées près. C'est nous qui étions à la place d'Amiens, quoi. Donc c'est sûr qu'on a eu un petit peu de chance, même si on jouait quand même pas trop mal. Cette saison, c'était catastrophique et on savait bien qu'il fallait un peu faire table rase du passé et repartir avec un nouveau projet. Donc on l'accueille un peu avec on a un peu hâte d'y être, parce qu'on va pouvoir aussi se débarrasser de certains joueurs qui pouvaient pas s'intégrer à ce projet-là. Et on a hâte de repartir sur des bases plus saines, quoi. Ouais, l'exemple, c'est Toulouse qui a vécu justement, tu parlais
Ah, pardon, Alex. Pardon, Il y a eu un décalage. Ouais. Là, je disais, l'exemple à suivre, c'est Toulouse qui a vécu une année horrible en Ligue 1 la saison dernière, pareil, avec très peu de victoires, très peu de points. Et cette année, les supporters, on les voit justement sur ma Ligue 2, ils sont à fond dedans. Mhm. Quand tu joues la montée, tout de suite, ça permet de refédérer complètement autour du club, quoi. Et effectivement, et puis je pense qu'aussi pour un club, c'est important qu'il y ait une dynamique positive. Là, depuis le départ d'Olivier Dalloglio, la dynamique était très négative, avec beaucoup d'entraîneurs successifs, des joueurs qui ne voulaient pas rester, qui voulaient se barrer dès qu'ils avaient une proposition ailleurs. Et il n'y a pas cet état d'esprit de groupe qu'on veut retrouver justement chez une équipe qui se bat pour le maintien. Et c'est pour ça que souvent, les promus, on les voit souvent qui sont bien armés pour le maintien. On voit Lens qui fait des choses miraculeuses cette saison, par exemple, mais les autres promus aussi, ils se débrouillent pas trop mal. C'est un peu ce qu'on veut retrouver, et c'est pour ça que en fait, passer par la Ligue 2 et faire reconstruire un groupe qui sur plusieurs saisons va se connaître, en fait, juste un groupe de potes en fait, qui va pouvoir mener l'équipe vers un maintien. En tout cas, on l'espère un petit peu plus facile après une promotion, quoi. Ce serait qui la figure emblématique dans les joueurs actuels? Moi, je me rappelle de Jordan Maria à l'époque Ligue 2 que je trouvais déjà plutôt bon. Je t'avoue que j'ai très 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 peu vu de match de Dijon en Ligue 1, mais ça pourrait être lui un peu la tête de proue du projet. C'est compliqué à dire parce que Jordan Marie en Ligue 1, il a eu assez peu de temps de jeu, mine de rien, sur les dernières saisons, même si c'est un bon joueur, un bon joueur pour faire tourner, un bon joueur de rotation, quoi. Mais il a eu assez peu de temps de jeu et il a eu du mal à s'adapter à l'échelon supérieur, même s'il n'a jamais vraiment totalement déçu. En Ligue 2, effectivement, il était très bon, associé avec Amalfitano, les deux, ils étaient indéboulonnables avec aussi Johan Gastien. Voilà, c'était un peu nos trois meilleurs joueurs au milieu, c'est eux qui tournaient. Et effectivement, Marié, si en Ligue 2, peut-être qu'il a le niveau, peut-être qu'il peut retrouver une place de titulaire et s'imposer. Et puis c'est vrai que c'est le genre de mentalité qu'on veut avoir, quoi, et le genre de gars qui peut encadrer le reste du groupe, des plus jeunes qui vont venir et leur insuffler un peu les valeurs du club, parce que lui, il est là depuis qu'il a été formé ici, il est là depuis tout jeune. J'ai oublié, je crois qu'il joue ici depuis qu'il a 10 ou 12 ans, quoi. Donc c'est important. Voilà, c'est important d'avoir effectivement ces joueurs-là qui véhiculent les valeurs du club. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 2 encore? Je pense qu'il a. On verra, à voir si ce sera lui la figure de proue. On espère quand même évidemment qu'il y aura un mercato ambitieux et le retour aussi de certains joueurs de prêt. On pense à Aurélien Schedler et Brian Soumaré, évidemment. On espère qu'ils n'auront pas des propositions ailleurs et en tout cas qu'ils voudront faire partie du projet, quoi. Je crois que Jordan Marié a dit récemment dans les colonnes du bien public que si les dirigeants comptaient sur lui, il comptait rester à Dijon aussi. Donc on s'attend, comme tu l'as dit, à un mercato assez agité. Pour le coach, toi, tu penses que David Linares est l'homme qui va être capable de faire remonter Dijon, ou il faut repartir sur un nouveau projet? Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a quelque chose qui m'a chagriné dans les propos du président récemment dans les médias, qui a effectivement pointé du doigt le fait que les joueurs n'étaient vraiment pas impliqués. C'est eux les premiers fautifs. Et évidemment, le mercato qui a été très mal fait, très mal orchestré par Stéphane Jobard et Peggy Luyindula, qui ne s'entendaient pas du tout. Là, on part avec une nouvelle cellule de recrutement avec à sa tête Gérard Bonneau. Et donc David Linares qui sera reconduit l'an prochain. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on n'a pas vu Linares s'imposer, on n'a pas vu en tout cas ses idées vraiment transcender le groupe. En tout cas, tactiquement, c'était pas au niveau de la Ligue 1, c'est sûr et certain. Est-ce que ça le sera en Ligue 2? En si peu de temps, c'est difficile à dire. Ce qui m'a embêté, en fait, c'est que Linares ne soit pas remis en question. Voilà, c'est tout simplement ça, et qu'il soit assuré de commencer la saison prochaine. Et donc, il va participer activement au recrutement. Donc, on ne sait pas du tout s'il a le niveau, et pourtant, c'est lui qui va en fait définir la saison prochaine déjà, en fait. Et c'est difficile à dire. Aussi, cette année, il préparait le brevet aussi pour le brevet d'entraîneur, donc il n'était pas tout le temps là. On sait que Linares, il a fait des belles choses, par exemple avec l'équipe féminine de Dijon, avec la réserve aussi. Donc, c'est pas un mauvais coach, mais est-ce qu'il a le niveau pour gérer un groupe de professionnels? Peut-être que la Ligue 2, avec un peu moins de pression médiatique, etc., peut aussi permettre à un jeune coach de se révéler. Ouais, moins d'urgence. Enfin, même si je pense que l'objectif sera quand même d'essayer d'être dans les playoffs. Mais peut-être aussi, c'est valable pour certains joueurs, mais peut-être aussi pour un jeune coach et puis de repartir, comme tu dis, sur
de tourner la page et d'essayer de repartir un peu de zéro et d'enclencher quelque chose de positif. Ouais, c'est vrai que c'est un choix qui doit pas être évident pour le président, en tout cas entre faire table rase et complètement se séparer malheureusement du coach qui a connu la relégation, ou alors faire confiance à David Linares en espérant qu'effectivement en Ligue 2 il puisse prendre de l'expérience et mener à bien le projet. Effectivement, il y aura peut-être un petit peu moins de pression, mais comme tu disais, le président il veut une place en haut de tableau, en tout cas dans la première partie du tableau pour la saison prochaine, et une montée sur les 3 prochaines années. C'est ce qui a été annoncé hier ou ce matin, je ne sais plus trop. Et faire ses armes en Ligue 2, c'est pas la pire des choses, c'est sûr, pour un coach. Mais cette année, ces idées, elles n'ont pas du tout été. Il faudra qu'il sache se remettre en question aussi de ce côté-là. Bien sûr, voilà. Donc, monter en 3 ans, c'est un projet pour Furlan, ça. J'y pensais aussi. Ouais, souvent, c'est ce qu'on dit. Après, ton président aussi, je pense que, alors qui a fait grandir le club de Dijon, ça on va pas lui enlever parce que il est parti de très loin. On a vu Dijon se structurer d'ailleurs à l'époque en Ligue 2 quand Dijon ont progressé d'année en année. Avec Sébastien Pérez à l'époque. Ouais, avec Sébastien Pérez c'est ça. On voyait le centre de formation, le tout premier. Enfin, il y a pas mal de choses. Et puis on a l'impression qu'il a un peu pété les plombs avec la Ligue 1. Enfin, c'est l'impression extérieure qu'on a. Je t'avoue, moi je te dis, je regardais pas les matchs de Dijon en Ligue 1, mais moi j'ai toujours pas compris la séparation avec Olivier Dalloglio. Alors peut-être qu'on sait pas tout non plus. Il y avait peut-être aussi des choses pas claires dans les deux sens, mais j'ai l'impression que le point de rupture, il est là, et en fait la descente elle était inéluctable à partir de ce moment où finalement d'année en année, de toute façon tu te dis bon bah de toute façon là, ils vont finir par tomber, et puis ouais, c'est ça, il faut avouer que celui qui nous maintenait encore là, c'était Dalloglio, et après c'était un petit peu le miracle avec Comboiré, avec Jobard, tout ça, toutes les saisons ça a été un peu ça. Mais Dalloglio, c'est un formateur, c'est un entraîneur qui forme et qui sait souder un groupe, qui sait en tout cas inculquer ses valeurs justement à ce groupe-là. Est-ce que Linares sera capable de faire ça? Je l'espère. En tout cas, bien sûr, c'est pas le même niveau en termes de tactique, en termes d'expérience en entraîneur, mais en tout cas, c'est un mec qui aime le club, et ça, on ne peut pas lui reprocher, et on sait qu'il ne va pas lâcher le navire maintenant. En tout cas, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2022 ou 2023, et c'est la même chose pour Marié, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Il a un contrat jusqu'en 2022. Donc les deux, ils seront là début de l'année, l'année prochaine, c'est sûr et certain. De toute façon, ils ne seront pas sollicités ailleurs, je pense. En fait, Philippe, pour rebondir sur le côté président, il y a aussi, j'ai l'impression que c'est la grande mode de tous les clubs de Ligue 1 de vouloir faire du trading, aller chercher des mecs un peu exotiques entre guillemets, hein, je vais dire ça, mais pas forcément, pas n'importe où, mais des gens moins connus. Et en fait, j'ai l'impression, encore une fois, moi aussi vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça avec Peggy Ndoula justement, mais de mettre un nom, mais en fait qui avait pas forcément même pas du tout les compétences, je pense, pour être à ce poste-là, en allant cherchant des joueurs qui se reconnaissent pas. Qui se reconnaissent pas en Dijon, dans le sens où je pense que voilà, il y a des joueurs prêtés qui viennent jouer mais pas forcément se transcender pour le club, et à l'image d'Amiens en fait, tu vois, Amiens, Dijon, c'est des clubs qui ont, je pense, ont voulu à un moment donné prendre un gros virage trading, etc., plus-value, etc., et puis en fait on se rend compte que dans des petits clubs, je mets des guillemets, c'est pas péjoratif, mais dans des petits clubs comme Amiens ou Dijon, c'est hyper compliqué de construire quelque chose sur ça, et Amiens est tombé, et Dijon aussi est tombé, quoi. Et c'est là où c'est presque inquiétant. Enfin, là, il faudra voir par rapport à l'aspect financier. Je t'avoue, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais un club comme Dijon qui tombe en Ligue 2, moi, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir faire un mercato très, très ciblé et très intéressant, parce que la plupart de vos joueurs, on va le dire comme ça, ils valent pas grand-chose. Enfin, c'est pas des joueurs que vous allez pouvoir vendre. Voilà, ils ont tous, la plupart, perdu de la valeur. Et derrière, pour recruter, c'est pas simple, surtout quand tu sais que quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2, les droits télé n'ont clairement plus rien à voir. Donc, il faut être inventif. C'est là aussi où tu as besoin d'un coach qui va sublimer l'équipe. Alors, c'est toute la question. Je trouve la comparaison avec Amiens très très juste, justement, et on l'a vu cette saison. Amiens n'a fait que galérer, et le pire, c'est qu'Amiens n'a rien proposé au plan du jeu, et c'est ce qui m'inquiète aussi un peu. Alors, j'ai juste vu les matchs de Dijon, c'est peut-être pas les bons, hein. À Marseille, contre Monaco et contre Rennes, franchement, mais à part bétonner, il n'y avait rien. Mais il y avait rien. Et c'est là où je me dis, mais merde, tu vois, je prends l'exemple de Marco Simone à Châteauroux. Certes, ils sont déjà relégués. Ils proposent quelque chose, ils proposent du jeu, et je comprendrais pas pourquoi David Linares peut pas proposer autre chose, peut pas proposer un projet de jeu à ses joueurs, même si de toute façon tu as la relégation. Et c'est là où je me pose plus de questions.
Mais ça va dépendre beaucoup aussi des joueurs qui vont rester, qui vont vouloir rester, et puis de ceux qu'on va vouloir refourguer ailleurs, parce que, enfin, il faut être réaliste. Yacine Bendia, c'est peut-être aujourd'hui notre meilleur joueur. Il est au milieu de terrain. Bon, il nous a beaucoup manqué cette année, et puis depuis qu'il est revenu, ben, on va pas dire que tout va mieux, mais en tout cas, il y a certains points sur lesquels on peut satisfaire. Mais il faut être honnête, il a un salaire quelque chose comme 100 000 euros par mois, il sera pas en Ligue 2 avec nous. En tout cas, on va essayer de le refourguer ailleurs, quoi, pour pas avoir à payer son salaire, c'est sûr. Et ça vaut pour beaucoup d'autres joueurs. On a acheté des joueurs cet été, par exemple Roger Assalé à 5 millions d'euros, on ne le revendra jamais 5 millions. Et ça, on le sait très bien. Et il a un salaire qui est largement plus élevé que ce qu'on pourra proposer en Ligue 2. Ça m'étonnerait qu'on cherche à le garder, quoi. Donc, Là, c'est marrant parce que tu me parles d'un joueur, je connais même pas ce avec 5 millions d'euros, Roger Assalé. Oui, il jouait en Suisse avant. C'est un bon joueur de football. Et il a joué, justement, il a joué contre Rennes. Il a manqué une occasion immanquable face à Gomis. mais ça, c'est pareil, c'est un bon joueur, mais qui a été blessé toute la saison. Je crois qu'il a joué un quart des matchs, même pas, et il nous a coûté 5 millions d'euros. Est-ce que tu te rends compte pour un club comme Dijon? C'est n'importe quoi. En fait, le problème des clubs comme Dijon, Amiens, etc., c'est que la marge d'erreur, elle est infime dans le mercato. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de faire du transfert payant, la moindre erreur, en fait, tu la payes cash, c'est terrible pour ton budget, etc. Tu peux pas faire de plus-value derrière. C'est vrai que, après, je comprends les dirigeants qui veulent au bout d'un moment arrêter de se dire créer un groupe sur la solidarité machin et tout, c'est bien beau avec des gars qui ont la valeur du club, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment te pérenniser en Ligue 1, c'est sûr que tu es quand même obligé d'essayer de viser des jeunes à potentiel. Mais moi je trouve qu'il y a tellement de potentiel en National 1, en Ligue 2 sur des jeunes à acheter à bas coût. C'est ce qui faisait la force de Dijon en plus avant, c'était d'aller chercher des joueurs dans des clubs amateurs. Voilà. Tu vois un Christopher Julien, Mélou, tous les mecs qui venaient du monde amateur, c'est ça qui faisait la force. Et peut-être que l'arrivée de Gérard Bonneau, là, l'ancien responsable du recrutement de l'OL, ça peut être pas mal parce qu'il connaît quand même les catégories amateurs, les catégories de jeunes. Ça peut être presque, entre guillemets, ça peut même être une bonne nouvelle pour repartir sur des trucs plus sains, quoi. Pour des jeunes de l'OL aussi qu'il a eu à l'époque, tu vois, il y a sans doute encore un lien avec l'OL et tout, avec des jeunes qui ont peut-être été recalés, qui sont retombés dans le milieu amateur. Ah non, c'est sûr que avec déjà le nom de Gérard Bonneau, il rassure, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. On va pas se mentir, quand tu as des transferts à 5 millions d'euros en Ligue 1 comme ça, c'est qu'il y a aussi des mecs qui sont rincés entre eux, quoi. Ça, on le sait, on l'a vu de multiples reprises. Je pense que les potes de Piggy Lunindola, ils ont bien mangé. C'est sûr. C'est terrible, hein, parce que mais après, tu vois, du football français actuel aussi. Tu as vu ça à Angers, tu vois, même à Orléans. Mais à Angers, tu avais de la performance derrière. Tu vois, on dira ce qu'on veut sur Olivier Piccolo à Angers, mais il n'empêche. Si Angers en ce là c'est parce qu'il a fait aussi du bon travail. Là, c'est quand tu vois qu'en plus derrière, c'est des joueurs qui jouent pas ou qui sont tout le temps blessés. Enfin, il y a un gros problème. C'est terrible. Et là, le choix. Après, on n'a pas pu faire autrement, mais il y a Larcier qui a quitté Dijon justement pour rejoindre Angers pour remplacer Piqueux. Et mine de rien, il tenait un peu la baraque aussi de ce point de vue-là. C'est aussi lui qui a fait les recrutements je pense à Schedler et Soumaré, typiquement. Ça, c'est le genre de recrue que Olivier Galloglio après arrivait à faire rire. Voilà. Cette saison, on voit qu'en Ligue 2, en tout cas, ils ont le niveau et que il peut faire le taf pour nous. C'est clair que s'il reste chez vous, la saison prochaine, déjà tu pars Soumaré au milieu de terrain, Schedler en attaque, c'est déjà 2 bons joueurs de Ligue 2, c'est clair. Alagbe dans les buts, t'as déjà une vertébrale. C'est sûr. Travailler. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes à recruter. Je pense que la moitié des titulaires est à revoir complètement. Et puis après on verra ceux qui resteront. Il y a des anciens, on va dire. Je pense à Fouad Chafik par exemple. Ouais, je l'ai vu là contre Rennes. Ça m'a fait plaisir parce que c'est un super mec en plus. Je l'adore. Bah ouais, mais lui, il faut le garder. Il marque un but de fou contre Nice, alors qu'il avait été sur le banc quasiment toute la saison. Mais je veux dire, ça, c'est le genre de mec qui incarne des valeurs et qu'on veut. Alors, je crois qu'il arrive en fin de contrat, mais il faut le prolonger, tu vois, au moins pour un an de plus. C'est juste au moins de stabiliser le club en Ligue 2 et après, essayer de viser plus haut. Mais ce genre de mec, il nous les faut, quoi. C'est sûr. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, Julien, et tout ce qu'on souhaite au DFCO. On va vous suivre du coup avec attention dès cet été pour le mercato. Et puis la saison prochaine, on rappelle que tu es collaborateur au site le Dijon Show qui traite de toute l'actu du DFCO. Donc voilà, allez y faire un tour, c'est très sympa. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. Et puis on se dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut.
Et on passe désormais au quiz qui aura pour thème aujourd'hui le DFCO, puisque Dijon est relégué en Ligue 2. Donc, on leur fait l'honneur d'être le thème de ce quiz final. 3 questions pour vous, messieurs. Le premier qui donne 2 bonnes réponses remporte ce quiz. Première question, ça peut aller vite. J'ai été plutôt gentil aujourd'hui. Avant Olivier Dalloglio, quel entraîneur a fait monter Dijon en Ligue 1 en 2010-2011 ? C'est une bonne question, ça. Alors là, Patrice Carteron. Bien joué, Patrice Carteron, tout à fait. Patrice Qui avait fait, j'ai les mains en l'air, j'ai pas tapé sur le clavier. Bien joué. C'était le temps que ça remonte au cerveau. Qui les fait monter, qui après, je crois, les fait redescendre. Il fait toute la saison de Ligue 1, mais il redescend dans la foulée. 1-0 pour Dorian, peut-être déjà une balle de match. Deuxième question, qui est le meilleur buteur de l'histoire de Dijon en Ligue 2 ? Rivière. Non. En Ligue 2 ? C'est pas Rivière. Non. Loïs Diony. Wesley Saïd. Julio Tavares. Non. J'étais sûr que vous diriez Tavares. Un peu plus ancien que Tavares. Samaritano. Je pense que je confonds Rivière avec un autre nom alors. Ouais. Un mec qui a joué au Havre. Je pense pas, non. Je pense qu'il a joué que à Dijon en France. Je suis pas sûr, mais. Ribas. Oui. Sébastien Ribas. Sébastien Ribas. Oui, 48 voilà, buts, dont 23 en 2010-2011. Le meilleur buteur. Un flop monumental à Monaco. Je ne savais même pas qu'il avait joué à Monaco. Mais... si, je crois qu'il a fait une saison. Ah, peut-être. Jamais marqué un but, je pense. Pendant un moment, l'attaque de Dijon, c'était Ribas Aubameyang en Ligue 2, je m'en rappelle. C'est vrai, oui. Avec Eric Carrière et Michael Isabé derrière. Je m'en rappelle. J'étais étudiant à Dijon. Alors là, je les Auxerrois, ils font leurs études à Dijon. Bah ouais. Toute la fac, t'es obligé. Faut prendre le train. Bon, Dorian, t'as déjà gagné ce quiz. Je vous fais quand même la petite dernière question pour le plaisir. Lors de la saison 2015-2016, donc qui a vu la dernière montée de Dijon en Ligue 1, qui était non pas le meilleur buteur, mais le meilleur passeur du club? Samaritano, bien joué. Ouais, égalité. Sur le fil, mais ça fait 2-1 de toute façon. Donc, buteur, c'était Tavares, ou Diony. Buteur, c'était Tavares et Diony. Les deux, Diony était chaud aussi cette année. Je crois que les deux sont à 12 buts et Samaritano 10 passes. Et Christopher Julien, 9 buts. Ouais, Julien qui était. Julien, oui, il marquait plein de buts. Ouais, carrément. Belle équipe. Bon, victoire de Dorian sur ce quiz 2-1. Bravo Dorian et bravo Philippe quand même. Merci d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, toute l'actu de la Ligue 2 est à suivre sur le site, sur l'appli et sur la chaîne Twitch Ma Ligue 2. Salut à tous. Salut.